merci d'être là en ce mardi, oui, mardi 3 avril 2018. En ce mardi 3 avril, nous allons tout d'abord évoquer le colloque qui s'est tenu hier, organisé par le ministère du Tourisme en coordination avec le ministère de la Culture. Il s'agissait donc du colloque national sur le développement et la promotion du tourisme culturel, histoire d'interroger les spécialistes et les cadres des deux tutelles sur la question du moyen de développer justement le tourisme culturel en faveur de la destination Algérie. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure avec deux invités, en l'occurrence M. Abdelwaheb Zekar, qui est directeur de l'OGEBC, Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, également avec Mme Saliha Nasserbey, qui elle représente le ministère du Tourisme et qui est chargée d'études de synthèse dans cette institution. Après justement ce passage par le patrimoine, le tourisme, nous évoquerons aussi les arts plastiques avec Nassiba Djadir qui nous a habitués à ce rendez-vous du mardi, rendez-vous dans la rubrique Mosaïque où elle nous mettra en valeur, elle mettra toute la lumière sur l'actualité des arts plastiques en Algérie. Donc voilà ce qui est un petit peu, ce qui relève un petit peu des arts plastiques également. Et puis nous aurons l'occasion de recevoir le chanteur kabyle Rahim Haddouche qui nous vient de Tizi Ouzou pour nous parler de son tout dernier album. Mais aussi, on reviendra aussi sur l'ensemble de son parcours et des autres albums qu'il a produits jusque-là. En parlant de Tizi Ouzou, nous aurons aussi le plaisir de recevoir deux auteurs émérites, deux auteurs qui sont surtout impliqués dans le mouvement associatif. Ils ont tout un vécu, mais ils ont aussi envie de partager ce vécu et leur amour, leur passion pour la ville des Genêts, Tizi Ouzou, son histoire, à travers une exposition organisée au niveau de la Maison de la Culture, initiative d'un collectif justement d'amis, 5 amis qui ont choisi de mettre au service des visiteurs de tous bords l'ensemble de leur collection et aussi toutes les histoires qui peuvent être racontées sur cette ville de Tizi Ouzou. Ils sont également membres de l'association des anciens scouts de Tizi Ouzou, scouts et amis de scouts de Tizi Ouzou. Voilà. Nous parlerons également dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Nous parlerons également donc peut-être de cyclisme, mais on va confirmer ça tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ouvrons tout de suite une page météo avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah, vous êtes revenu avec une vague de fraîcheur qui va estomper toute cette chaleur. On a suffoqué hier. Hein? Oui. Oh là là, c'était un pic. Oh là là. 30 à l'ombre. 30 à l'ombre, oui. 30 à l'ombre. Et aujourd'hui, on va avoir vraiment quelle température sur Alger? Ça va chuter. Beaucoup? Un petit peu quand même. Un petit peu. Un petit peu. Allez, donnez-nous les détails. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà oublié mon parapluie, alors je suis pas très contente. Hein. Tant pis pour vous. Vous allez être complètement mouillé. Apparemment. Il faut faire attention au niveau des cheveux. Apparemment, bah, les cheveux vont tout prendre, c'est sûr. Exactement. Merci Mina. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil effectivement. Aujourd'hui, le temps va carrément changer avec sur la moitié nord un ciel couvert, notamment à l'ouest et au centre, avec des pluies parfois sous forme d'averses. Ces pluies seront accompagnées d'orages. Ça va s'améliorer petit à petit à partir de cet après-midi, d'abord à l'ouest et puis le centre à partir de la soirée. On entra des vents jusqu'à 40 km/h sur les côtes de l'ouest et du centre. Sur la partie est, le ciel restera plutôt voilé en début de journée, de plus en plus nuageux à partir de l'après-midi avec un petit peu de pluie. Également sur les régions sahariennes, le ciel restera passagèrement nuageux avec quelques pluies éparses, notamment sur la Saoura, le Nord Sahara, le Sahara central et puis on aura un ciel dégagé vers l'extrême sud, l'Ogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien effectivement, elles seront un petit peu en baisse par rapport à hier avec sur la moitié nord 21 degrés à Alger ainsi qu'à Oran, on notera 22 degrés à Tlemcen, 18 à Al-Bayad, Naama, 25 à Annaba, 22 degrés du côté de Guelma, on notera 25 à Ardaya, 27 degrés à Béchar,
31 degrés à Tindouf, 34 à Hassim Saoud, 35 degrés à Ilizi, 31 degrés à Tanraset et Janet. Et enfin, 39 degrés, ça sera la maximale à Borj, Badi Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert sur la majeure partie du continent avec des averses à Paris, Londres, Dublin, Madrid, Lisbonne, un ciel nuageux couvert à Rome, Budapest, Bucarest ainsi qu'à Athènes. Côté Mercure, on notera 13 degrés à Dublin ainsi qu'à Londres, 17 degrés à Paris, 19 à Bordeaux, 14 degrés à Madrid, 17 à Marseille ainsi qu'à Berne et Berlin, 4 degrés à Oslo ainsi qu'à Helsinki, 16 à Varsovie, 19 à Budapest, 17 à Bucarest et enfin 21 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci Mina. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée à vous. Malgré la pluie. On va essayer. Mais je parie que vous avez pris les devants et vous avez déjà prévu votre parapluie dans le sac. Même pas. Même pas? Même pas. Ah bon? Moi j'ai une capuche. Ah bah c'est mieux. Une capuche. C'est mieux, c'est plus ça va. pratique, c'est moins encombrant. Exactement. Très bien. En tout cas, voilà, tout de suite, nous allons mettre le cap sur Adrar. Vous aimez le sud? Oui, beaucoup. Oui. On va pas voir vraiment les paysages d'Adrar tout de suite. En revanche, on va découvrir un groupe de femmes. Des femmes qui perpétuent une tradition ancestrale, un art, le tissage, qui s'hérite de mère en fille, de grand-mère en petite fille. C'est magnifique. Et puis voilà, c'est magnifique, effectivement. Oui. Et pour preuve, voici le reportage qui nous raconte tout ceci. Plus de motivation et d'organisation que de moyens, une expérience admirable de renaissance d'un trésor ancien qui était menacé de déperdition. Les tisserandes aux doigts de fée tissent au fil du temps la mémoire d'une tribu, d'une région et d'un pays. Ici, dans cet atelier de tissage appartenant à une association culturelle locale, les membres de l'association œuvrent à la promotion de ce produit artisanal en collaboration avec une association pour la promotion des métiers et le développement local venue de France. La renaissance du tapis. Nous sommes là pour la renaissance du tapis de Timimoun. C'est un tapis traditionnel réalisé à base de pigments naturels, ce qui lui vaut l'intérêt des touristes. Le but étant de faire revivre notre patrimoine local à travers la préservation de ce savoir-faire qui est bien de chez nous. La fabrication de ce tapis nécessite un apprentissage rigoureux, une expérience et une dextérité acquises au fil des ans. L'art et la manière sont transmis de génération en génération, car ce tapis représente le gagne-pain des femmes qui le tissent. Quand ma fille a eu son bac, je n'avais pas les moyens d'assurer les frais de ses études supérieures. J'ai entendu parler de cette association, je me suis présentée chez eux et je me suis inscrite. J'ai bénéficié d'un stage. Depuis, et grâce à Dieu, je travaille ici et ma fille va bientôt avoir son diplôme. Le savoir-faire, l'aisance et la souplesse de ces tisserandes forcent l'admiration. Et le résultat confère au tapis sa qualité et sa valeur nécessaires pour son exportation vers certains pays européens, tels que la Suisse, l'Allemagne et la France. Les Français, les Allemands, les Suisses, ils sont extrêmement admiratifs. Ils trouvent que ces tapis, si vous voulez, d'abord sont extrêmement beaux parce que c'est de la couleur naturelle, c'est de la teinture végétale. Nous n'utilisons pas du tout de teinture chimique dans cet atelier. On est totalement spécialisé dans la teinture naturelle. Elles sont tisserandes et teinturières. Des partenariats sont nécessaires pour échanger, apprendre des expériences des autres afin de permettre à nos produits artisanaux de s'imposer sur les marchés internationaux. Une autre manière de booster le tourisme et l'économie nationale. Et c'était là un reportage signé Soumia Zerouali qui s'était déplacée à Adrar pour rencontrer cet ensemble de femmes qui excellent dans l'art du tissage. Nous allons parler également de patrimoine, d'héritage, mais aussi de l'héritage en faveur et au service du tourisme dans notre pays avec deux invités qui viennent d'arriver. Monsieur Abdelwahab Zekar, bienvenue. Merci, bonjour. Je déroge un peu à la tradition, on aurait dû commencer par les dames avec Saleha Nasser Bey, bienvenue. Bonjour. Vous représentez respectivement donc, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et puis vous, le ministère de la Culture. Vous êtes directeur de l'OGBC, donc l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. Et Madame Nasser Bey,
elle est chargée d'études Et de synthèse. communément conseillée au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Très bien. Vous vous êtes réunis sur ce plateau parce qu'hier aussi, les deux tutelles ont fusionné pour le bien du tourisme et de la culture. C'est bien cela. Et c'est définitif. Et c'est définitif. Oui. En tout cas, On c'était se lâche votre plus, vœu. ça y est, c'est fini. Monsieur Zekar, ça a toujours été votre vœu Ouais. de voir justement un partenariat durable Ouais. en faveur Ouais. d'une visibilité Ouais. plus optimisée, justement, la visibilité de nos biens culturels qui sont fabuleux. Oui, et même le secteur du tourisme le souhaitait aussi depuis longtemps. Hein. C'est deux ministères qui doivent travailler ensemble. Oui, ils travaillent déjà ensemble depuis toujours. Oui, Mais mais disons programmer que- ensemble, investir ensemble, faire des projets ensemble, ça c'est très important. D'accord. Donc la journée d'hier, ça a été vraiment Oui. la journée historique. Hein, La les journée premières historique. fois. Oui, oui. Marquée par justement un colloque ou une conférence nationale sur le développement et la promotion du tourisme culturel. C'était un petit peu ça, la base de cette rencontre. Oui, donc tout d'abord, bonjour à nos téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, merci pour l'invitation aussi, parce que ça nous permet aussi de parler du tourisme, de la culture. Et le tourisme, bon, c'est pas parce que je suis enfant du tourisme ou du secteur que j'en parle, mais c'est un secteur très, très important. D'abord, c'est un secteur qui crée du bonheur. Oui. Et puis, parce que je ne sais pas si... C'est juste pour ouvrir une petite, Non, une petite allez-y, parenthèse. allez-y. Le 20 mars, le monde a célébré la journée du bonheur. Oui. Yom Douali li Saada. Et puis, donc, en faisant des petites recherches, on a vu que c'est quoi le bonheur? C'est le bonheur, c'est cette sensation de se sentir bien dans sa peau, d'être heureux. Et le tourisme, c'est une source du bonheur. Parce que le tourisme, dans sa définition, c'est changer son lieu de résidence pour aller chercher des moments de détente, sortir de sa routine, C'est une évasion. c'est une évasion C'est une sage évasion sage. pour recharger ses batteries, etc. Donc, voilà, c'est très important le tourisme. Mais le tourisme, c'est pas une affaire de notre secteur uniquement, c'est une affaire de tous. Et la culture est étroitement liée au tourisme. C'est Donc, vrai, c'est que une recherche très belle le rencontre. touriste quand il vient dans Voilà. un pays, quand Il- on arrive dans un pays, qu'est-ce qu'on a Exactement. envie en premier lieu de découvrir? Écoutez, donc faire un circuit touristique ou aller faire du tourisme sans visiter des vestiges, des sites, des monuments, c'est-à-dire la culture en général. Donc le tourisme sans la culture reste quand même quelque chose qui manque. Et puis la culture, on a de beaux sites, on a de belles choses, que ce soit naturelles ou faites par l'homme, etc. S'il n'y a pas une dynamique touristique derrière, s'il n'y a pas des touristes qui sont là pour visiter tout ce patrimoine, c'est-à-dire l'un complète l'autre. Il y a une complémentarité, il y a une symbiose qu'on doit, nous tous, acteurs de part et d'autre, réunir pour redynamiser, c'est-à-dire donner... Oui, tout à Un nouveau fait. souffle. En Un fait, nouveau c'est souffle vrai qu'il et y a développer. quelque chose qu'on appelle un patrimoine universel, commun à différentes cultures, différentes civilisations. Et il y a aussi ce qui spécifie les spécificités de chaque région, de chaque localité. En fait, c'est ce que recherche le touriste. Quand il Absolument. va vers une région, ce qui donne l'empreinte de tel ou tel pays ou de telle ou telle culture, ça reste le patrimoine. C'est Oui. bien cela. Ça reste le patrimoine matériel ou immatériel. C'est-à-dire, on sait, le pays est riche, extrêmement riche, super stratifié. Ça a été le carrefour de plusieurs civilisations. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la place des Martyrs. Des couches de 9,5 mètres de profondeur, c'est un millefeuille quoi, de stratification. Et ça c'est très important et c'est partout sur le territoire, surtout dans la bande nord, 400 à 500 km, et c'est énorme. Et sans compter bien sûr ce qui se passe au niveau du désert, du Sahara, enfin, tout ce qu'on a comme site préhistorique et plusieurs fois millénaires. Donc moi je dirais, on est très heureux par cette réunion, par cette union. Parce que il faut d'abord revenir en arrière un petit peu et dire que le pétrole s'en va, les ressources financières diminuent, etc. Et puis il faut chercher d'autres ressources, etc. L'agriculture, la culture, le tourisme et tout ça. Dans d'autres pays, ce secteur atteint les 7-8% du PIB national. Très important. Nous, on est très très loin derrière.
Donc, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup compté un petit peu sur la manne pétrolière. Ah oui, la manne, justement, l'alternative, ça peut être le tourisme, effectivement. D'autres pays, même des pays limitrophes, l'ont prouvé. Tout à fait. On peut nous aussi. Avec très peu de patrimoine. Oui, tout à fait. Par rapport à nous. C'est-à-dire comparer les pays voisins très loin derrière par rapport à l'histoire des cultures et tout ça. Nous avons une richesse extraordinaire. Absolument. Absolument. Oui. Bon. Et quelle que soit la civilisation, hein. Tout à fait. On parle par exemple de civilisation musulmane, on a une richesse incroyable. On a des mosquées vraiment millénaires, on a des sites fabuleux qui racontent l'histoire, le passage de leaders du monde musulman, etc. Si on cite par exemple Rome, est passée par le Maghreb, mais les vestiges que recèle l'Algérie, comment les évaluer par rapport à ce qui existe ailleurs, par exemple? Écoutez, moi je peux vous dire que plus de 50% du patrimoine romain se trouve en Algérie. Par exemple, ne serait-ce que pour cette époque. Et ça, c'est un prof italien qui le dit. Oui. Vous avez plus de 50% du patrimoine romain à travers le monde. Et pourtant, quand on voit la cartographie archéologique du Maghreb, Carthage émerge. Carthage émerge, c'est une période, Carthage. Oui. C'est une période, un peu plus tard, il y a eu justement cette occupation de toute cette bande qui était fertile, qui était très intéressante pour ces civilisations. Donc, ils ont envahi le territoire, ils ont construit des villes entières. Aujourd'hui, nous avons des villes sur villes, c'est-à-dire Lambès, c'est une ville sur une ville, Tébessa, c'est une ville sur une ville. Et dès que vous creusez, vous avez des strates et des strates. Pareil. Toutes les villes sont incroyablement riches en termes de vestiges, en termes de monuments historiques. Tout à fait. Et donc, lors de cette rencontre, ce colloque que vous avez initié conjointement avec le ministère de la Culture, il y a eu justement participation d'experts qui ont échangé leur point de vue sur des questions clés liées à ce développement durable et commun. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, il faut rappeler donc la journée était mise sous le thème de culture et tourisme, un partenariat durable au service de la destination Algérie. Donc, ça dénote quand même qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une interaction, une complémentarité entre les deux secteurs. Et puis, il y a eu des ateliers. Donc, on a travaillé sur trois thèmes. Un premier atelier qui s'est intéressé à l'exploitation et l'utilisation des sites archéologiques et toute cette richesse culturelle à des fins touristiques. Un deuxième qui a porté sur la formation en tourisme culturel et les métiers à développer, entre autres le guide, etc. Et un troisième qui s'est attelé sur la communication et le marketing, donc à travers les nouvelles, les TIC, dans l'objectif toujours de promouvoir le tourisme culturel. Donc nous allons travailler ensemble, donc les experts hier se sont réunis, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres secteurs comme le commerce, la formation professionnelle, le transport et tout, qui étaient présents. Il y avait des représentants aussi de ces secteurs pour enrichir service sécurité. C'est très important parce que maintenant, c'est pour promouvoir l'image et si on travaille ensemble pour promouvoir ce tourisme culturel, il y a aussi il ne faut pas oublier qu'il faut mettre l'accent sur la sécurité, mettre l'accent sur la propreté, l'hygiène, c'est-à-dire l'environnement en général. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il faut se baser sur les réseaux sociaux maintenant qui sont très développés, sur Internet, les médias comme vous. Les médias, les médias même classiques, c'est-à-dire la télévision, la radio, ils ont un rôle très très important à jouer aussi dans la promotion du tourisme. Donc on voit de plus en plus les chaînes de télévision mettent des préludes à leur programme. Dans ces préludes, on voit des images fabuleuses de notre pays, des images extraordinaires du sud, du nord. De notre patrimoine artisanal également. Donc, oui, il ne faut pas oublier aussi le côté artisanat, parce que l'artisanat aussi fait partie du patrimoine de notre pays. Il y a l'art culinaire aussi qu'il faut mettre en avant. Donc, il y a eu les deux ministres qui étaient là, ils ont fait des communications, chacun de son côté a donné des orientations. Donc, c'était une feuille de route pour préparer les ateliers et sortir aussi avec des recommandations. Et là, il est dit qu'il faut quand même exploiter les événements
des deux côtés. Par exemple, si on parle d'un festival qui est organisé par la culture, le tourisme vient se greffer et créer, voilà, encadrer et créer l'événement. Et vice-versa, c'est-à-dire nous organisons un Eductour, un grand événement, sans la culture, sans intégrer les sites dans le circuit et les programmes touristiques, donc ça sera un programme ou un circuit pauvre. Voilà, très pauvre, oui. Il faut l'enrichir. Donc voilà grosso modo ce qui a été fait. Oui. C'était très bénéfique. Donc on a échangé nos expériences et on est sorti avec des recommandations, mais on a voulu, sous l'orientation des deux ministres, que ce soit des recommandations opérationnel, qu'on voit un petit peu le retentissement de tous ces efforts dans donc, peu de temps. Il ne faut pas rester dans les espérances ou les... Donc, il faut y aller droit au but, exactement. En tout cas, le concret, il a déjà été entamé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu l'expérience vécue par Tlemcen, cette capitale de la culture islamique à l'époque, en 2011. En 2011, voilà, l'OGEBC avait déployé énormément de moyens, profitant justement de cette opportunité d'un événement qui était un événement très, très important et d'envergure. Donc, on a vu l'émergence de métiers justement qui avaient commencé à être éclipsés. Les guides touristiques avaient été mis en place, ont été formés. Vous avez mis vraiment le paquet pour ce qui est de la valorisation des sites et des monuments. Et ça a créé des circuits très intéressant. Absolument. Et très... Tlemcen était classé dernière position dans les statistiques. Aujourd'hui, elle est deuxième. Deuxième, vous voyez. Grâce à cet événement. Un événement qui a été dans le sens de cette rencontre, en fait. Oui, il y a eu un investissement. L'État a mis le paquet parce que bon, c'était une rencontre internationale. Et puis ça a été l'occasion de redorer cette capitale de l'Ouest. Elle a été une capitale. Elle est aux frontières avec le Maroc, avec plein de richesses et tout ça. Et longtemps délaissée, très longtemps délaissée. Et on a mis en valeur tout ça. On a formé des jeunes aujourd'hui plein d'énergie, qui veulent... Et je vous dis, c'est la deuxième destination. Enfin, elle est classée deuxième en matière de statistiques des entrées, juste derrière Tipaza. Tipaza est connue parce qu'elle est proche de la capitale. Et donc, non, je voulais dire une chose. Je suis directeur de l'Office national des biens culturels. Je n'avais aucune relation avec le directeur de l'ONAT ou de l'ONT. Par exemple. Aucune. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire mon interlocuteur de l'autre côté, c'est lui qui doit ramener ce beau monde, qui doit visiter nos sites, etc. Et ben, maintenant, ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place. Et hier, lors des débats, moi je présidais un des ateliers, le premier, c'est-à-dire l'exploitation des sites au service du patrimoine, du tourisme. Et ben, le débat était très intéressant. Bon, il y avait tout le monde, il y avait les gens du tourisme. Donc le tourisme a ramené les agences de voyage, ils ont ramené des gens qui ont l'habitude de travailler avec qui étaient en contact direct avec le visiteur. Les concernés. C'est ça. Les concernés. Voilà. Nous, on a ramené tous nos responsables de site, on a ramené nos directeurs de culture, on a ramené nos agences, nos musées, etc. Et puis, une grande partie d'entre eux ne se connaissaient pas du tout. Oui. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table et c'était très bénéfique. Vraiment très bénéfique. Oui. On vise quoi? On vise une mise en place d'une structure, d'une commission permanente, à très haut niveau, entre les deux ministères, et qui va être relayée immédiatement au niveau local. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des relations en haut et en bas. Donc au niveau local, on voit notre gestionnaire de site, du TeamGad par exemple, en relation avec l'agence TeamGad, en relation avec le maire de la commune. L'office de tourisme local, pour certaines régions. Oui. Vous comprenez, donc une pyramide. Et dès qu'il y a un problème, hop, ça remonte et ça descend, etc., etc. Et je pense que ça va réussir. Alors, les collectivités locales, encore une fois. Le Walid d'Alger était là et représentait le ministre de l'Intérieur. Bon, cette présence est très importante. Vous ne pouvez rien faire sans le maire de la commune. Oui, et surtout que ça draine des retombées sur la commune. Absolument. Sur un plan, sur un plan économique. Ils cherchent ça. Gaël Tipaza. Vous avez un site à Tipaza. Moi, maire de la commune Tipaza, qu'est-ce que je gagne?
Toi, tu as des touristes, tu as des ceci, etc. Donc, on est obligé de faire des programmes ensemble. Bien sûr, la commune doit aider. Quand on parle d'hygiène, quand on parle de sécurité, quand on parle d'orientation routière, par exemple, la signalétique, etc., au niveau de la commune, il y a un travail à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous va investir une partie de son budget sur un même projet. Au lieu de faire un double emploi partout, un triple emploi, et puis des fois des choses mal faites, mal réfléchies, que ce soit de notre côté ou de l'autre. Alors, il y a aussi autre chose, c'est l'histoire des visas, l'obtention des visas. On a parlé de ça hier aussi. Donc, le ministère des Affaires étrangères a mis en place quand même une dynamique, un début de quelque chose, parce que le voyage commence là. Absolument, parce qu'on réserve à la maison, le programme, le visa, l'aéroport, et puis. C'est ainsi qu'on voyage, c'est ainsi que les Européens, les autres nations du monde s'organisent pour visiter tel ou tel pays. C'est idem pour l'Algérie, donc ils ont besoin de toute cette machinerie. Alors, madame, si vous vous rappelez, il y avait un directeur d'agence, il dit, nous avons des centaines de touristes qui veulent venir en Algérie, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas où aller, comment, est-ce qu'ils sont pris en charge, est-ce que tout est là, est-ce que... Voilà, donc il faut ouvrir cette porte. Et justement, donc vous avez bien fait de créer cet atelier donc de réflexion autour de la communication, le marketing, voilà, lié au tourisme culturel. Ça bouge quand même. Il y a des plateformes qui sont nées, des initiatives personnelles, donc des jeunes qui ont lancé des startups très intéressantes dans ce sens. Mais voilà, il y a certainement des choses qui ont été évoquées, donc des détails qui ont été évoqués hier par rapport à cet aspect. Moi, j'étais à l'atelier numéro 2, mais ça n'empêche qu'on a écouté aussi parce que les recommandations ne sont pas encore... c'est-à-dire, il y a eu des idées. C'est tout frais, c'était hier. Donc, cette idée de start-up, nous sommes en train de les encourager. Parce que c'est vrai que maintenant, nous, peut-être génération un peu... Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment très branchés et tout. Ils réalisent des applications, etc. Et donc, nous allons encourager ce créneau parce que ça va nous aider même à établir notre plan de communication. C'est-à-dire qu'il nous faut un plan de communication pour le tourisme en général, mais surtout pour le tourisme culturel. Et là, donc, on a besoin de toutes les idées, on a besoin de rebooster ce secteur et on a besoin aussi que tout le monde met la main à la pâte. C'est-à-dire que même vous, en tant que journaliste, en tant que média, voilà. Non, elle le fait très bien, je le sais, mais elle le faisait même avant, quand elle s'occupait du patrimoine. C'est l'ambassadrice. Oui, effectivement, nous avions une émission sur Canal Algérie qui était consacrée justement au trésor de notre pays, où nous appelions ça trésor parce que nous en avons beaucoup des trésors dans ce pays. Et c'est vrai que... il faut savoir les mettre en valeur. Elle nous appelait à la dernière minute pour dire voilà, je suis devant la porte. Nous avons besoin d'autorisation, M. Zekar. Est-ce que c'est possible d'aller sur tel site et franchement, nous avions toujours de l'aide de la part de l'OGBC qui nous a vraiment soutenus lors de cette opération de promotion. Nos collègues continuent de le faire. Dans les chaînes privées également, on continue de valoriser. Donc, ce legs ancestral. Moi, j'insiste sur un point, c'est que ça ne sert à rien peut-être de faire tout ça sans l'implication de la population locale. C'est-à-dire, si on fait tout ça, c'est pour le développement local avant tout. Il faut pas... Donc, c'est pour ça qu'hier aussi, on a travaillé sur ce fait-là. Donc, nous avons par exemple un beau site Timgad. Il faut créer une dynamique autour. Et cette dynamique, c'est-à-dire, en fin de compte, qui va en bénéficier, c'est la population locale. Ça va créer de l'emploi, ça va créer donc une activité. Et puis, il faut travailler dans la durabilité, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on attende que des touristes arrivent ou qu'une saison... Il faut travailler à la longueur de l'année. Et c'est comme ça qu'on va peut-être être une alternative au pétrole. Voilà, et ce qui sera, c'est vrai que c'est encore vierge, c'est vrai, ça reste vierge parce que c'est immense, on a un pays... On est encore en construction, un pays continental, c'est très difficile. Ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas le Maroc, c'est le plus grand pays d'Afrique. Ce n'est pas évident, donc il y a eu du travail déjà accompli, mais c'est vrai que lorsque vous parlez d'un site où il faut créer une dynamique,
Et il faudrait aussi des outils de contrôle de tout ce qui peut être créé comme, comme restaurant, par exemple, boutique, etc. Ça doit être en adéquation avec le relief, avec le type, avec, avec justement le monument historique présent dans cette voie-là, ou le site à protéger. Ça doit être dans l'esprit de ce site. Justement, on en a parlé hier. Bon, on a parlé de l'installation d'antennes des agences de voyage ou de représentants du tourisme local, pas très loin du site. C'est comme ça partout dans le monde. Et bien sûr avec des normes, parce que vous avez les lois, les textes qui protègent les sites et monuments historiques. Certains sites comme Timgad, ils sont classés au patrimoine mondial. Donc là, c'est encore plus serré. Et au lieu de faire face tous les jours, c'est ce qu'on vit, notre office vit cette chose-là, c'est-à-dire qu'on a un urbanisme qui fait de la pression sur les zones de protection. À Timgad, c'est le cas. Vous avez des constructions illicites, qui veulent rentrer, qui veulent bouffer. Et alors, au lieu de faire ça, si on sensibilise la population, si on fait en sorte que ce projet soit le leur, et que c'est leur bijou, et c'est pas possible de s'approcher. Donc, il n'y a plus nécessité de développer des grands moyens de subversion ou d'autorité sur ces gens-là. C'est eux-mêmes qui vont dire, là, c'est pas possible. Là, tu rentres pas. Là, c'est... Vous comprenez? C'est cette dynamique-là, ça rentre, ça nous aide dans notre mission de protection de ces sites et monuments historiques. Il faut s'approprier le projet, c'est-à-dire c'est-à-dire que tout le monde se sente c'est-à-dire concerné par le fait du tourisme en général et tourisme culturel en particulier. Et puis tout à l'heure, mon collègue a parlé du rôle des collectivités locales. Il est temps maintenant de... Ben oui, la question de l'urbanisme qu'il vient d'évoquer relève des autorités locales, des permis de construction. Tout à fait. Il faut être vigilant par rapport au cahier de charges. Comme ça se fait dans les pays qui ont... Permis ou pas. Oui. Des fois, des gens construisent sans permis. Par exemple. On signale. Le rôle de la mairie, le maire, c'est lui qui doit agir pour démolir, il a la puissance publique, il doit intervenir pour arrêter le dégât. Et non, il laisse faire et puis ça marche. Et puis, après, il est trop tard. C'est un élu, il faut s'y prendre à temps. Vous comprenez? Oui. Et non, il faut absolument que, bon, la commune, c'est de son intérêt d'avoir un site pareil. C'est une grande manne financière, ça devrait l'être. Vous allez voir que quand ils vont être intéressés sur le côté financier, ils vont protéger la chose. Absolument. C'est la survie. Il y a des communes qui sont déficitaires, très très pauvres. Je vous prends la Maradid qui est juste en bas de la Qalat Ben Hamed. Et avec quoi? Quelles sont les ressources? C'est un petit village que j'ai eu l'occasion de visiter, effectivement. Hormis quelques artisans qui perpétuent justement la tradition de la vannerie, un petit peu la poterie, il y a très peu de commerce. C'est ça. Ils ont un grand site de 120 hectares à côté d'eux, classé patrimoine mondial. Ils n'en profitent pas vraiment à 100%. Et voilà, on veut créer cette dynamique. Peut-être qu'un jour, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme devrait aussi rentrer dans ce noyau. C'est des objectifs communs. Et je voulais parler d'autre chose aussi, c'est les métiers. De l'artisanat, je laisserai peut-être madame approfondir. Absolument. Et là aussi, vous avez à Timgad, je suis parti il y a quelques jours, il y a des petits artisans qui ont fait des petites maquettes, des trucs à vendre. Ils sont dehors, des tentes, et ils voudraient s'approcher du site, ils voudraient peut-être rentrer à l'intérieur pour avoir des petites boutiques. Des petites boutiques de souvenirs qui seraient etc. vraiment... On va prendre en charge. Là, j'ai lancé une opération d'achat de petits chalets. À Timgad, j'ai rencontré un jeune artisan qui travaillait le verre, donc qui gravait justement les sites, l'ensemble des monuments du site de Timgad sur des verres, mais il le faisait de belle manière, avec vraiment un travail sur le verre qui était extraordinaire. Il faut dire qu'il y a autre chose aussi. Il faut dire qu'il y a du produit chinois qui est installé là-bas, tout ça. Là, il faut aussi un cahier de charge. Non, il faut un cahier de charge. C'est-à-dire que si on prend ces gens-là, il faut un cahier de charge. C'est-à-dire si c'est des produits de terroir, si c'est des produits qui représentent... OK.
Il faut Sinon, baliser c'est en ailleurs. amont. Ouais, Il bien faut sûr. baliser en amont. Voilà. Exactement. Et c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure en parlant, en citant justement les collectivités locales. Vous allez prendre la parole. Oui, bon, les collectivités locales, on en a parlé, mais là, on parle de nos artisans. C'est-à-dire, on a parlé hier, on a pris une des recommandations qui, c'est-à-dire, il faut mettre maintenant nos artisans en contact à travers une convention, on verra après la formule ou la procédure, nos artisans avec les musées. Afin de développer, de reproduire tous les objets de valeur, c'est certes, mais et les vendre, donc... C'est le marketing muséal qui existe ailleurs, partout dans le monde. Même au niveau des partout, sites alors. archéologiques. Puis on est en retard, on a beaucoup de choses à faire, on est un petit peu en retard, c'est pas grave, on se rattrape. Non, tout est à faire. Voilà, il y a aussi, on avait parlé d'intégrer les artisans même au projet de... Comment on appelle ça, de restauration. Oui. C'est-à-dire au lieu de restaurer les On a monuments, besoin de ça. on a besoin de ça, de la main-d'œuvre spécialisée. Il suffit juste de les former. D'abord de les comment on appelle de les ça, formater, de mettre des formations à niveau, tout ça. Exactement. Et puis là, on a besoin de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un... Et là encore, voilà, les la chaîne, elle ministères est vont fusionner pour le bien du tourisme. Parce que c'est un secteur formateur et Oui. ils ont donc une nomenclature qui est encore à définir parce qu'il y a certains métiers et ils nous ont demandé aussi de les définir de notre côté, du côté aussi du ministère de la Culture. Et ils ont aussi un réseau d'engineering, donc c'est eux qui réalisent les programmes, etc. Et puis il faut aussi se pencher sur nos guides. Absolument, Nous avons des très guides important, extraordinaires, notamment au sud, mais c'est un métier qu'ils ont hérité, c'est-à-dire c'est inné. Ils le font de père en fils, c'est-à-dire dans le tas. Ils connaissent parfaitement, surtout les guides de circuit. Donc ils connaissent la route. On a tous fait le sud et on a été agréablement surpris. Et très bien reçus par ces guides. Très bien reçus. En tout cas, merci. Pardon, c'est juste pour dire, donc il y a la formation des guides. Il y a ceux qui ont une formation de base et on va leur donner quelques notions, tourisme et culture, etc. Mais moi, je m'intéresse aux guides, valeureux guides du Sud, qui sont là, qui font un très bon travail et ils ont besoin de la valorisation de leur acquis, de leur expérience, ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels, à la limite pour leur donner un diplôme qui leur permettra de pérenniser une reconnaissance de tous ces efforts consentis. Même établir un fichier national de ces gens-là. Ça c'est excellent. Il faut un fichier qui soit disponible chez nous, disponible chez eux. Excellent. Pour reconnaître qui fait quoi, qui est qui. Exactement. Qui est qui. Parce qu'il y a aussi des indus qui rentrent à l'intérieur, pas très loin d'ici, à Alger. Il y a des gens qui se présentent comme étant... Qui s'improvisent guide il faut recadrer national, tout ça d'une manière. On a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. Il y a encore beaucoup à dire par rapport à ce partenariat qu'on espère durable justement entre les deux tutelles. Merci d'avoir été avec nous pour en témoigner. Donc vous avez tout de suite fraîchement offert au public de Bonjour d'Algérie vraiment les retombées de cette rencontre. On l'a senti et je pense qu'il y en aura encore et encore. Oui. Le mois du patrimoine approche. On aura peut-être l'occasion d'en parler encore. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Saleha Nasserbey. Je rappelle que vous êtes chargée d'études et de synthèse au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci à vous, Abdelwaheb Zekar, Elle allait directeur. dire de la culture. Non. C'est bon. C'est vrai, c'est bon. La Ça veut fusion dire est faite, c'est bon. Vous ne faites plus qu'un. C'est très bien. D'ailleurs, c'est pour le bien du tourisme et de l'image de l'Algérie. Donc, merci, Monsieur Abdelwaheb, directeur de l'OGEBC. Et justement, nous avions planté un petit peu le décor et donné une transition pour ce qui va suivre, car nous allons mettre la lumière sur une jeune artisane, ou plutôt peut-être moins jeune, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontrée. En revanche, Nassiba Djaidir l'a rencontrée pour nous. Il s'agit de Delila Koula. Nous allons voir un petit peu sa dextérité tout de suite en images.
Véritable perle de culture et corail avec du cristal et avec un motif dans lequel il y a 5 sujets qui représentent en quelque sorte la main de Fatma. Généralement, je travaille avec des pierres précieuses, semi-précieuses plutôt, avec du corail, de la perle de culture, du cristal, voilà, et des sujets en plaqué or, en argent. J'ai tout le temps aimé tout ce qui était perles, paillettes, strass. À un certain moment, j'aimais broder avec des perles et des strass et tout ça. Et au fil du temps, je me suis spécialisée uniquement dans le bijou. Depuis que j'ai ouvert les yeux sur ma grand-mère, je me rappelle, elle n'enlevait jamais ses bijoux. Elle était tout le temps avec des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Elle portait même le rdef, comme on dit, à la maison. Et ça me plaisait beaucoup. Quand elle marchait, elle faisait du bruit, c'était joli. Donc pour moi, le bijou, il est très très important pour une et perles de culture avec des petits motifs or pour donner plus d'éclat au bijou, du moment qu'il n'y a pas de cristal, donc ça brille pas beaucoup. Le bracelet, il est en plaqué or, d'accord. Les petits sujets aussi. Et vous avez là des perles. Vous avez la perle de culture, la pierre marine, et vous avez aussi des turquoises. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le montage des perles sur le bracelet. Ensuite, je finis par le fermoir. Voilà. Ça donne un peu ça, regardez. Voilà. Une fois que je dessine le produit et que je le réalise, je cherche la perle et tout ça. Une fois que le produit est fini, non seulement c'est une vraie détente, mais en plus de ça, c'est une satisfaction parce que là, je suis très contente de voir mon produit.
C'est toujours un plaisir de faire ces immersions au cœur justement des, comment dire, des antres de, de création de nos artistes et artisans. Merci Nessiba de nous faire découvrir à chaque fois ces talents. Je vous en prie, bonjour Radia, Bonjour. à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. En fait, on a fait une petite immersion du côté de Ain Benet dans le monde du bijou. Oui, tout à fait. Avec Dalila Koula Benadi. Une passionnée. Absolument passionnée de bijoux comme l'un de nos invités. Hein. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Allez, suivez mon regard. Alors avec nous ce matin, Nordin Chegran, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et bienvenue, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans la matinale. De me retrouver encore une fois, merci à vous. Et accompagné par, Algérie, je vous en prie, voilà. Accompagné ce matin par une jeune galeriste. Il s'agit de Saïda Ben Semen. Bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors juste entre parenthèses, une petite parenthèse, on l'ouvre, après on va la refermer rapidement. Oui. Vous aussi, vous faites de la création de bijoux? Oui, exactement. J'ai commencé comme ça. Après, maintenant on est vers je gère la galerie d'art. Ah d'accord, voilà. Vous avez fait de la création de bijoux. Enfin, j'ai pas abandonné les bijoux. D'accord, vous êtes passé par un atelier et puis pendant un temps et puis vous vous passionnez. Vous vous passionnez aussi pour les perles, tout comme Dalila Koula Benadi. On était en train de regarder le reportage il y a un petit moment. En fait, j'ai fait une formation au niveau de bouffée d'art pendant 4 mois et c'est par la suite que j'ai commencé à fabriquer des bijoux et exposer au niveau différents endroits. Ça vous laisse du temps encore de créer de faire de la création de bijoux? De temps en temps, en fait, parce que... De monter des colliers comme ça? Oui, de temps en temps. Par exemple, quand j'ai une sortie ou un événement et tout, je fais improvisez. Allez, on se met à l'ouvrage. Voilà. Et là, depuis pas très longtemps, vous avez ouvert votre propre galerie. C'est un projet qui vous tenait vraiment à cœur depuis quelque temps. Oui, en fait, c'était un projet, mais je ne me voyais pas le réaliser. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser et j'espère être à la hauteur pour pouvoir aller vers l'avant. Inch'Allah, vous avez ouvert votre galerie en janvier. Si mes souvenirs sont bons. On l'a faite le 2 février. Le 2 février, oui, pardon. Le 2 février, donc vous avez ouvert votre galerie officiellement. Ça s'est traduit par une belle exposition collective de peinture où il y avait aussi de grands noms de la peinture algérienne. Samia Choukal et aussi avec 2 artistes qui n'ont jamais exposé auparavant. Fethi Benouni chez Salim Ouaghar. Très bien. Alors cette fois-ci, honneur à Nordin Chegran. Vous exposez depuis samedi au niveau de la galerie Ben Semen Nordin Chegran. Oui. Alors, cette rencontre, comment ça s'est fait? Racontez-nous, Nordin Chegran. Vous êtes allé vers la galerie ou c'est la galerie qui vous a invité? Ça s'est passé comment? C'est-à-dire, bon, c'est une galeriste déjà qui est une amie de notre directrice de galerie. Ah, vous connaissiez auparavant. Et qui m'a dit, il y a une nouvelle galerie qui est ouverte, elle vient d'ouvrir, et ce serait bien que vous allez faire un petit show. J'ai dit, ça s'impose parce que c'est un plus pour nous. Et un plaisir qu'il y ait quand même une galerie supplémentaire en plus, parce que le peu de galeries qu'il y a. Donc je me suis présenté, bien accueilli, très très belle galerie, oui, un bien bel éclairée. En fait, hein, donc je découvre aussi avec vous. Hein. Oui, c'est une découverte, donc c'est avec plaisir. Donc, bon, en tout cas, on avait discuté un petit peu et donc on essayait... quand c'était de façon à faire cette explosion. Donc, il y a eu donc un choix qui s'est fait. Nassima s'inquiétait un petit peu, elle vous disait est-ce que ça va, c'est pas difficile. Moi je voyais depuis tout à l'heure, j'observais la complicité qui est déjà née entre l'artiste Nordin Chegran et Saïda Ben Semen. Depuis tout à l'heure j'observe et je dis ça c'est prometteur. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'on rentre dans cette galerie, on a l'impression d'être adopté et c'est vice-versa, aussi bien du public, de l'artiste que de la galerie. Tout est bien agencé, bien fait, à la perfection, donc il n'y a rien à dire. On a l'impression
que c'est une galeriste qui a une qui n'a rien carrière à envier aux professionnels qui se sont lancés avant. Franchement, j'ai fait à la professionnelle. On peut dire qu'elle répond aux normes, la galerie. Très bien. Éclairage, pour l'accrochage. On se sent vraiment à l'aise. Voilà, on puisque aime. vous Donc, le dites, ça ne peut qu'être positif. Vrai. Absolument. Voilà. Vous qui êtes un artiste très prolifique, un artiste au parcours artistique aussi riche qu'imposant, un artiste, Nordin Chegran, un artiste aux références bien établies. Donc, si vous le dites vraiment, c'est que c'est vrai. Tout est à votre honneur. Tout est à votre honneur. Merci Alors, beaucoup. cette exposition, elle a eu lieu en début de semaine. Le 31 mars. J'y étais avec mon équipe. Ah ben, excellent. Samedi, ça s'est passé samedi, il y a eu le vernissage, donc on est venu en famille, entre amis, il y avait beaucoup d'artistes, hein, j'imagine, même après notre départ, il a dû y avoir énormément de monde. Qui sont venus, enfin beaucoup d'artistes qui sont venus vers la galerie assister au vernissage. Un vernissage, c'est vrai, c'est toujours un espace, le jour du vernissage, dans une galerie, un espace de rencontre, de dialogue, j'imagine qu'on discute beaucoup, on n'a pas le temps vraiment de tout voir, peut-être qu'on va revenir. Ça arrive que des visiteurs reviennent pour venir à tête reposée, prendre un peu de recul par rapport à l'événement. Oui, c'est vrai. Il y a des clients, il y a aussi des personnes qui sont revenues le lendemain juste pour voir à tête reposée l'exposition et même pour décider aussi pour des tableaux, peut-être pour l'achat des tableaux. Exactement. Alors, le signe comme le phénix. Un titre assez original. Le signe qui est très présent dans votre peinture, qui est omniprésent dans votre travail, Nordin Chegran. Tout à fait. Alors, ça me fait rappeler, la dernière fois, c'était à Rassim, votre expo personnelle. Vous aviez intitulé l'exposition Le signe comme le levain. Et cette fois-ci, c'est le signe. Le levain Khmera, le levain L-E-V-A-I-N, et cette fois-ci, voilà, le signe comme le phénix. Oui. Si c'était les cendres avant, on aurait dit c'est normal. Il est rené des cendres. Voilà, tout à fait. Un signe qui révèle, un signe qui interpelle dans le Chegran. Eh bien oui, donc c'est ma mouvance, mon caractère, le travail. Donc, ceux qui me connaissent, donc je suis dans cette tendance, dans cette la mouvance. Donc, le signe est très important. C'est-à-dire que je suis un peu pétricine, c'est-à-dire je suis pétri dans le signe, et en général tout est signe. Donc, et à partir de ce signe, automatiquement, on trouve les symboles, parce que parfois, le signe et le symbole sont tout à fait différents. Et le signe, tout est signe en fin de compte. Une simple signature, à vous, c'est une signature, donc c'est un signe, mais là, après le signe, il devient symbole. Et le symbole, il n'est pas uniquement graphique, il peut être... il peut être une expression personnelle, peut être aussi gestuelle dans un sentiment, un engagement. Et là, il devient symbole. Si on prend par exemple, on parle d'une signature, je vous ai dit que elle symbolise quoi? Elle est signe au départ parce qu'il y a une gestuelle. Et dans ma peinture, il y a beaucoup de gestuels et je m'inscris aussi dans ces gestuels comme à l'époque je suis un adepte d'un peu de la gestuelle action, voilà, painting et tout ça. Et ça, pour moi, le mouvement est très important. Donc la signature, donc, elle symbolise votre identité, votre personne et la différence par rapport à d'autres signatures. Et donc ça devient... c'est ça le symbole. Donc en art, dès qu'on est dans un mouvement, on exprime une idée, quelque chose à soi, et puis après, il y a un titre qui vient. Tout à fait. En tout cas, ça doit symboliser quelque chose. Et parfois, il y a un côté énigmatique où
même la thématique, des fois, par moment, elle n'a pas eu lieu, parfois. Parce que c'est très important d'avoir l'avis de l'autre, la vision de l'autre. Et parfois, il y a des œuvres qui restent sans titre. Bon, elles sont très rares chez moi, mais c'est quand même important des fois parce que chacun a sa propre vision. Et sa propre perception. Elle est interpellée autrement et il a sa propre vision et son propre... sa propre émotion. En tout cas, après cette description, on est curieux dans la régie de découvrir à quoi ça ressemble justement ce mouvement, cette gestuelle. Lorsque le signe se décline en phénix, ça donne quoi, Nassiba? Très belle exposition. Vous avez vu, vous avez eu la primeur. Voilà, ce qui n'est pas notre cas. On ne va pas en dire plus. En tout cas, le signe reste aussi comme élément plastique dans son... C'est un élément plastique en fait, hein, dans votre travail. Où il y a toute une gestuelle en action. On ne va pas en dire plus. Hein. L'image va raconter le reste. Tout à fait. Effectivement. Alors, direction Galerie d'art, belle semaine. Il y a quelque chose que le public a remarqué, et tout le monde le sait, la galerie aussi. Allô, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a beaucoup de femmes chez vous. C'est vrai. Elles sont partout de toute façon. Elle est partout. Regardez autour de vous, même les caméras où elles sont mon école, alors je leur dis chaque fois pour me marrer un petit peu comme ça, pour leur faire rire un peu. Je dis, je vais vous dire un petit secret. Pourquoi vous plaignez la femme? J'ai dit, je vais vous le dire à l'oreille comme ça. C'est celle qui m'a donné la vie. Alors tout le monde dit, bravo. Mais c'est important. La femme, c'est tout. Parce que mon école, et l'école algérienne, moi j'ai appartenu donc à une école où cette femme a été présente et aujourd'hui elle est omniprésente partout. C'est grâce à Aïssi Akam qui était mon maître et qui a donc donné une image à tous les peintres qui se sont exprimés. Mais aujourd'hui, j'ai changé donc de titre ayant appartenu déjà à toute cette mouvance des Auchem et du groupe Auchem, tout ça. Elle est toujours omniprésente mais vue autrement. Et autrement, c'est tout de suite qu'on va le découvrir dans ce reportage signé Nassiba Djaïdir. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis visiter cette exposition. Une exposition organisée par la galerie Ben Semen. Une galerie d'art qui accueille en cette saison printanière l'artiste peintre Nourdine Chagran. Un artiste aux références bien établies. De l'énergie et une force créative. Dans cette dynamique artistique, des peintures qui attirent bien des regards. C'est l'un des artistes que j'admire beaucoup parce qu'il est dans les signes et dans la Auchem et tout. Et comme moi aussi je travaille dans le graphisme et tout, et les couleurs aussi, c'est un monde que j'adore. Donc là je découvre encore du nouveau chez Chagran, du collage, des têtes nouvelles et tout, encore des signes, beaucoup de couleurs, très belle exposition, j'aime beaucoup. Chagran, j'ai toujours été fan de ses œuvres et aussi en fait parce qu'il utilise beaucoup de signes et tout et ça représente la culture africaine et tout et en même temps il y a plein de couleurs et tout. Quand on voit son tableau, on a la joie de vivre. Dans ces toiles, un jeu de matières et de couleurs. Des couleurs qui nous enveloppent et nous transporte. Une gestuelle en action, avec en toile de fond bien des émotions. Chagran prend possession de son espace plastique. Un espace plastique où il libère Même famille, hein, on travaille tous les deux les signes. Nourdine Chagran est un travailleur forcené du signe, de la couleur
Et à chaque fois, il ramène des nouvelles formes de nouveaux supports, des triangles, des cercles. Et il évolue très bien. Nordin a toujours donné de lui-même. Il est très généreux, très très généreux. Et on a la même source, on boit la même eau, mais on la transforme différemment. Nordin est l'un, et avec moi et quelques d'autres, on est à cheval entre le groupe Auchem et les jeunes auchemistes actuellement. Le cygne comme phénix, une exposition qui attire bien des regards. Face à ces œuvres d'art, on s'interroge et l'on essaye de comprendre. Une expression artistique, une approche plastique dans des peintures qui interpellent le visiteur. Shukran, un artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Un artiste qui compte à son actif de nombreuses expositions personnelles et collectives. Très prolifique, ce plasticien avance, explore et recherche. Un grand peintre qui est un auchemiste aussi, qui est dans l'auchem, dans le signe et le symbole berbère. Voilà, j'invite enfin tout le monde à venir voir parce que ces couleurs chatoyantes nous donnent envie de rêver, de faire plus même et de voir la vie en couleur. Je trouve son exposition très expressive, accessible à l'esprit qu'il soit jeune ou adulte ou vieux, et également très réceptive sur le plan des coloris, sur le plan des formes, du graphisme et sur le plan de la thématique d'une manière globale. Dans une ambiance aussi chaleureuse que conviviale, une exposition riche en couleurs. Nordin Shukran, un nom, une œuvre, un parcours. Des émotions à partager dans une galerie qui a ouvert ses portes récemment. Une galerie d'art qui favorise d'ores et déjà C'était l'univers de Nordin Shukran, donc voilà, dans l'espace en tout cas de la galerie Bensemen. C'est ce qui est nouveau. Il y avait les planches à laver qui étaient accrochées, les fameuses planches à laver, ça avait fait l'objet de toute une exposition, Nordin Shukran. Un support assez original qui n'avait pas de planches à laver à la maison. Et autrement, oui. Voilà. Ça a fait l'objet à l'époque d'une exposition, je m'en souviens, de toute une exposition, la planche à laver. Oui. C'est assez original. C'est important, ça peut toujours servir parce que ça remplace la machine à laver à un certain temps. Il n'y a pas une famille à travers le monde qui n'a pas une planche. Il y a toute une symbolique. Voilà, ça reste sentimental, ça reste symbolique, tout à fait. Et c'est un support noble qui est en bois, très, très agréable. Alors, on parle beaucoup de recyclage maintenant et c'est dans l'air du temps de toute façon. Alors il y avait de grands formats, il y a des formes circulaires, triangulaires, assez originales. Oui, pourquoi pas, il faut toujours chercher. Changer de format. Voilà. Changer de format en fait. Moi je crois qu'il faut qu'il y ait notre vision parce que donc le public est habitué à voir toujours comment qu'on appelle format ça standard, le format standard. N'est pas habitué au carré, n'est pas habitué au rond, encore moins au triangle, c'est quelque chose de nouveau. Il y a eu des losanges, il y a eu toutes ces formes-là sont indispensables et pourquoi pas tendre des fantaisies sur des châssis, sortir du schéma classique. Absolument. Ça, c'est quand même, il faut aller à d'autres visions. Et peindre sur différents supports. Hein. On connaît assez votre originalité pour travailler sur différents supports de travail. Je peins sur les jeans, je peins même sur les blocs jeans. Absolument. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Quand même. Alors, cette scénographie, ça s'est fait ensemble, en concertation avec Shukran pour accrocher les œuvres. Accrocher les œuvres. En fait, on a consulté M. Shukran pour nous donner quelques idées conseils, vu son expérience. Exactement. Mais après, on l'a fait toute seule. Moi, je vous donne mon sentiment. C'était la surprise pour M. Shukran. Elle a l'habitude, et c'est pas la première expo,
parce qu'elle a quelques références dans ce domaine-là. Et quelque chose qu'elle ne vous a pas dit, D'accord, que vous ne savez pas. Vous allez nous le révéler en direct. Elle peint aussi. Elle peint. Oui. Oh, quelle révélation. Alors, donc elle a suivi. Moi, je me suis aussi renseignée aussi. Après, on m'a dit, attention. J'ai dit, mais on a l'impression que cette dame-là, elle est dans le domaine. On m'a dit oui. Elle a fait donc des séminaires, des rencontres artistiques. Elle n'est pas venue comme ça. Il ne faut pas croire que certains... Ah, il y a une nouvelle galerie, il y a une jeune qui fait ça. Non, elle a un savoir-faire. Et moi, j'ai été étonnée de l'accrochage et de l'harmonie de l'accrochage. Ben oui, justement, moi j'étais surprise en rentrant. J'étais vraiment surprise. Oui, c'est bien fait, très bien fait, tant mieux. Voilà. Ah oui, franchement, bravo. Merci. Voilà. Bravo. J'espère qu'il y aura une continuité. Hein, voilà. Une continuité, et donc ça, elle dure jusqu'au 21. C'est bien ça. Exactement, voilà. 21 avril. Il y a encore pour le public à voir, il y aura peut-être d'autres surprises, d'autres rencontres et tout le reste. Et donc voilà. D'accord. Et vous faites aussi... On est toujours présent, il y a la discussion de tout le monde. Tout à fait. En tout cas, une très très belle exposition, le signe comme le levain. Comme le phénix. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je regarde en tête l'ancien titre de l'exposition qui s'était déroulée à Arassim. Pardon, donc le signe comme le phénix. Le signe comme le phénix, beaucoup de couleurs, très coloré, beaucoup de travail. On sait que vous travaillez énormément votre matière, Nordine Chegran. Beaucoup d'émotions se dégagent de votre peinture. Et on connaît aussi votre appartenance au groupe Auchem. Une palette très africaine. Beaucoup plus chez vous. Parce que moi, je suis un peintre d'action. L'émotion, c'est vous qui l'avez. C'est le public. Voilà. Ah oui, on est vraiment attiré. Je la garde pour moi, mais à travers mon action, j'aime découvrir l'émotion chez l'autre. C'est la vision de l'autre. Tout à fait. En tout cas, on connaît votre appartenance au groupe Auchem. On a un peu de temps pour développer Pas beaucoup, hélas. Ça va vite, donc la matinale. Alors, on en parlera la prochaine fois, parce que si on se lance dans le débat du groupe Auchem, ça ne va pas en finir, hein, j'imagine. Donc, ça sera pour la prochaine fois, mais on sait que vous appartenez au groupe Auchem. Alors, les peintres du signe, on les appelait également. Tout à fait. Il y a Mesli, il y a bientôt, mais on va anticiper un petit peu. L'école des beaux-arts, paraît-il, vont faire un hommage à un des maîtres et un des créateurs du groupe Auchem, qui a été aussi mon maître, que vous connaissez, Monsieur Addan. Et là, il n'y a pas mieux que lui pour parler des Auchem. Et ça, ce serait quelque chose d'intéressant, parce qu'on a fait déjà quelques émissions aussi avec Adnan. Oui, avec Adnan, on l'a invité à plusieurs reprises. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'Auchem. Et ce groupe-là, il y a des choses extraordinaires. Ça fera l'objet de tout. En tout cas, c'est un groupe qui a influencé des générations qui ont suivi. Tout à fait. On voyait un petit peu Karim en témoigner, puisqu'il a dit « j'ai bu à la même source ». Ah oui, lui, et c'est très bien. Karim Servoua et bien d'autres aussi. C'est le fils d'Auchem, lui. C'est Martinez, c'est Misli, c'est extraordinaire. Et ils sont très nombreux. Il y a eu Zerarti aussi. Enfin, le groupe était nombreux. Un groupe très nombreux. Oui, ils étaient 9, donc les créateurs. Les créateurs, moi je ne fais qu'intégrer ce groupe-là. Tout à fait. Et voilà. Et donc, en faisant partie, enfin, ça c'est un autre débat, parce que vous avez dit... La parenthèse a été ouverte, on va la refaire, mais hélas, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, un dernier mot, Saïda, on sait que votre galerie fait office aussi d'atelier. Il y a des ateliers aussi, alors très rapidement. Pour adultes et pour enfants, on fait des différents en calligraphie, peinture sur verre, on fait la création de bijoux aussi. Aussi pour les enfants, on fait des ateliers créatifs. Voilà. Et l'exposition, donc elle va durer jusqu'au 21 avril. L'adresse, s'il vous plaît? Alors, l'adresse, on est à Saïd Hamdine? Oui, en fait, lotissement Saïd Hamdine. Ouais. Pas loin de... comment on appelle ça? L'hôtel de... On peut citer le nom? Le Ladouja. On est derrière l'hôtel Le Ladouja. Voilà. Et c'est derrière aussi, donc c'est collé avec... Très accessible. Comment on appelle la clinique d'ophtalmologie. Donc c'est connu, on peut
se retrouver facilement. Moi, je me suis retrouvée, donc pas de raison pour que les autres personnes viennent visiter votre galerie. En tout cas, le plan, il est sur notre page Facebook, Galerie Ben Seman. Très bien. Un projet en perspective, Nordin Chegran? Rapidement. Oh, il y a toujours des projets, malgré que, bon, maintenant, il y a le problème de la vision. Bon, il n'y a pas un problème d'âge. Je reste toujours jeune dans mes créations, absolument, dans mon comportement. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Oui, mais il y a assez de travaux quand même à présenter. Quand même. On n'a pas le droit on sait de que vous dire êtes un artiste très prolifique. On ne travaille pas assez quand absolument. même. Oui. Il y a d'autres projets, Inch'Allah. En tout cas, sur cette note de sagesse de Nordin Chegran, on remercie nos invités. Donc, c'est vrai que la jeunesse, c'est la jeunesse de l'esprit. Merci à vous, Nordin Chegran, d'avoir été avec nous. Merci, Saïda Ben Seman, d'avoir été avec nous. Grâce à Nassiba Jaidir, qui nous fait le plaisir de faire de belles découvertes chaque mardi. On vous retrouve mardi prochain, donc, Nassiba, pour de plus amples découvertes. Et vous qui êtes avec nous, on va mettre le cap tout de suite sur Tizi Ouzou, des représentants de Tizi Ouzou, cette ville très belle et très choyée par ses habitants, tout de suite dans Bonjour d'Algérie. La ville déjeuner, Tizi Ouzou, très choyée, je le disais tout à l'heure, par ses habitants, est à l'honneur dans ce dernier plateau. Nous avons plaisir ce matin de recevoir Abdelrahman Haddouche, alias Rahim Haddouche, chanteur émérite, donc, qui compte à son actif déjà 3 albums. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue également à nos 2 autres invités, Monsieur Mohamed Attaf et Monsieur Rfaï. Donc vous êtes représentant de l'association des scouts, des anciens scouts. Non. Oui, non. Non. Vous êtes auteur déjà. Vous avez beaucoup servi cette ville déjeuner Tizi Ouzou par votre passion justement pour l'histoire, pour justement les vestiges de cette ville. Mais vous avez un lien quand même avec les scouts. Oui, nous Pourquoi vous me dites non sans arrêt comme ça? Non, ici nous ne représentons je pas l'association. Je le sais, mais vous êtes dans l'association des anciens scouts et amis des scouts de Tizi Ouzou. Donc bienvenue sur ce plateau. Donc Tizi Ouzou est à l'honneur. J'ai plein de photos autour. Donc vous êtes venus vraiment les mains chargées de photos. Et pour cause, vous organisez une exposition à la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Effectivement. Donc à partir du 7 avril jusqu'au 11, nous allons faire une exposition donc, dont le thème est Tizi Ouzou, regard pluriel, c'est-à-dire
nous touchons un peu à tous les domaines, aussi bien d'abord la photo par son ancienneté, la culture par les livres et aussi les arts par les tableaux de peinture. Donc dans la photo, il y a d'abord les photos du vieux Tizi Ouzou. Tout à fait, comme il y a les photos, il y a les photos scouts, les photos sportives, les photos scolaires, les photos Chabiba. Et nous avons même des photos insolites que nous n'avons pas ramenées. C'est juste pour dire à cette jeunesse, voilà ce qu'était Tizi Ouzou. Nous faisons un peu tout pour faire découvrir notre ville. Donc, je voudrais juste préciser que cette exposition est organisée à l'initiative de Omar Cheikh. Omar Cheikh est un libraire de 3e génération à Tizi Ouzou. Très bien. Et ça lui tenait à cœur depuis des années pour réaliser cette expo. Quand il nous a contactés, donc nous sommes à 5, Omar Cheikh, moi-même, Mustafa Rafahi, il y a avec nous aussi Youssef Marahi et Belkacem Haoussi. Donc pratiquement nous sommes prêts. 5 copains. Oui, 5 copains. 5 copains. Et les 5 copains, c'est-à-dire, sont très portés sur la culture. Nous sommes des passionnés d'histoire. L'histoire de notre ville, l'histoire de notre région, de Tizi Ouzou. Donc chacun d'entre nous a plus ou moins un volet sur lequel nous évoluons. Et nous nous regroupons. En général, on se regroupe toujours chez M. Omar Cheikh. Qui lui a aussi des documents inédits, des documents sur Tizi Ouzou. À mon niveau, je suis passionné de sport. Et vous avez aussi également une belle collection de photographies, d'objets. Une belle collection de photographies dans le domaine sportif, même sur la ville, etc. Ce qu'a aussi M. Attaf. M. Marahi aussi, c'est un passionné. Monsieur Haouchine aussi, je crois que c'est celui qui a la collection la plus grande sur sa ville. Excellent. Donc, nous nous sommes rencontrés et sur la proposition de Omar, il nous a... Vous avez choisi de partager tout ça. De partager tout ça et de partager ça avec nos concitoyens. Absolument. Donc, nous avons pris attache avec la directrice de la Maison de la Culture, qui a été heureuse pour nous de vous recevoir, de l'initiative et de nous recevoir. Donc, elle a mis à notre disposition donc tous les moyens. Et c'est entre-temps, nous allons inviter les différents musiciens de Tizi Ouzou, les écrivains, les peintres qui vont exposer. Nous allons aussi exposer les différents outils que les anciens de Tizi Ouzou utilisaient. Chacun garde par nostalgie des objets qui seront que la jeunesse d'aujourd'hui, les dernières générations ne connaissent pas. Et qui Je vont vous découvrir. ai ramené par exemple un poste à souder de l'époque. Qui fait chalumeau en même temps. Qui fait chalumeau en même temps. Effectivement. Il est très vieux. Enfin, c'est entre tout, c'est ce que nous allons exposer. Absolument. Avant de poursuivre justement la discussion autour de cette exposition, j'aimerais quand même souligner le fait que vous soyez quand même un ancien champion de football. Et c'est ce qui vous a poussé à justement... à écrire tout un ouvrage, très bel ouvrage, La jeunesse sportive de Kabylie, la JSK, donc en 2 volumes. Le second est en cours d'élaboration, le premier a déjà été édité. Et il faut dire que vous êtes donc une gloire du sport dans la région de Tizi Ouzou. Oui, enfin. La gloire du sport, elle sera valorisée certainement par certaines photos qu'on verra justement dans l'espace de la Maison de la Culture. On en a quelques-unes. Voilà, elles sont très anciennes, ces photos. Ça c'est l'Olympique de Tizi Ouzou. C'est le club colonial. C'est le club colonial, c'est l'OTO, l'Olympique Tizi-Ouzien. Ça, c'est la JSK. Oui. Objet donc de votre ouvrage. Voilà. Très bien. Et puis comme... mon père et mon oncle sont aussi membres fondateurs de l'équipe de la JSK et de la première équipe musulmane kabyle en Kabylie en 1929. Il a dû s'arrêter en 1930. Donc il fallait attendre au moins 10 ans
pour voir la création de la GSK qui est née le 29 juillet 1946. Oui, excellent. Je pense que Monsieur Rahim Abdouche est tout oui là. Il est complètement emporté par la discussion. J'ai discuté tout à l'heure avec ces messieurs à la salle d'attente. Oui. Alors vraiment, j'ai fait connaissance avec eux. Ils étaient très contents. Oui. En ce qui concerne, moi j'étais fan de la GSK, même à l'époque, malgré que je n'ai pas leur âge. Mais en 1965, déjà, j'étais fan de la GSK. Très bien. J'avais à peine 13 ans. Oui. Lui-même a été dans l'équipe nationale, dans cette équipe de la GSK. Il a dignement représenté les couleurs de la ville. Oui, avant, je connaissais M. Mustafa Rafahi que sur le terrain. Aujourd'hui, on a discuté ensemble, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous avoir aussi parmi nous ce matin. Merci. On va rappeler aussi votre parcours. Vous êtes l'auteur de 3 albums. Exactement. Voilà, dans les 2 langues. Vous chantez aussi bien en arabe qu'en kabyle. Ouais, très bien. Votre dernier album, justement, vous l'avez sorti quand? C'était en décembre, passé décembre 2017. C'est tout frais. Je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci qu'on va passer, oui. Et c'est ce que j'ai demandé même, est-ce que ça sera possible, la chanson de Dahman al-Harachi, la nef, on va pas... vous avez fait une reprise justement de Dahman al-Harachi. Vous me disiez que vous étiez fan de Dahman al-Harachi. Ah bah oui, fan des 3 chanteurs, même Slimane Azam, Saadaoui, Garouabi et tout. Donc vous avez rendu hommage au maître dans cet album à travers 2 titres que vous avez consacrés en guise de reprise justement de ce grand chantre de la musique shabi. Et donc, vous composez vos chansons? J'ai déjà composé 8 chansons. Oui. Ouais. Vous composez, vous écrivez aussi certaines de vos chansons. Vous avez aussi, vous traitez avec des paroliers. Exactement, des voilà, j'ai traité avec des paroliers, j'écris, mais la composition, c'est moi-même qui la compose. Oui. Ouais. Mais en tout cas, vous êtes venu à la chanson un peu par hasard. Par hasard, non. Même, c'est-à-dire quand j'étais jeune, je chantais. Vous fredonniez. J'étais scout, je chantais, j'aime bien la chanson, je suis fan de la chanson. La musique, c'est une thérapie pour moi. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que votre carrière quand même, c'est une carrière de 30 ans environ, mais au départ, vous me disiez que vous n'aviez pas du tout pensé devenir chanteur, en fait. Non. Vous étiez passionné de chansons shabi, mais bon. Oui, c'est venu comme ça. C'est-à-dire l'enregistrement, c'est venu à l'âge de 60 ans. C'est récent, j'ai 66 ans. À 60 ans, vous avez commencé à enregistrer tout ce panel de chansons. Oui, exactement. Voilà, élaboré au fil des ans, et avec beaucoup de... Ouais. Mais après, les gens disaient pourquoi que vous n'écrivez pas vos propres chansons. Ben, c'est venu avec le dernier album. Oui. Ah ben, bravo, hein. Bravo. En tout cas, j'espère qu'il y aura des scènes algéroises pour présenter au public algérois, parce que j'imagine qu'à Tizi Ouzou, on vous connaît déjà. Pourquoi que je viens à chaque fois dans chaque plateau, c'est pour que les gens connaissent Rahim Abdouche. Oui. Avant, ils ne me connaissent pas, mais j'espère qu'ils doivent me connaître, surtout avec les galas. Oui. Je demande d'être présenté sur un gala au moins pour 3-4 chansons pour ouvrir la scène. Il y en aura certainement, donc l'été est propice justement à ce type d'événements culturels, ces manifestations artistiques qui permettent justement d'avoir la visibilité, d'offrir de la visibilité aux chanteurs qu'on ne connaît pas. En tout cas, Alger est un véritable festival durant l'été et certainement que vous aurez en tout cas une scène ou 2 qu'on va découvrir. À défaut de cette scène, nous allons tout de suite écouter un extrait d'une chanson reprise justement de Hadj Dahman al-Harachi. Dahman al-Harachi, Allah yarhamou. Donc on va vous écouter reprendre justement les paroles de Dahman al-Harachi dans cette chanson. تمغر الدرة الخيلة أشحال الدوني تتساق ترنا غد زفته راواس حيث التفر ذي ثلوفة هدمن ما تيديوان
Là, c'était une chanson que vous avez vous-même composée. Ce n'est pas d'Ahmed El-Harachi, effectivement. C'est Rahim Attouch. Rahim Attouch. Donc ça, c'est vraiment votre empreinte à 100%. Ouais. Et je laisse déjà Monsieur Attaf commenter tout de suite. Ben, moi, je trouve que d'abord la mélodie est agréable, c'est-à-dire oui. Elle est douce, la voix également, elle est envoûtante. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. J'avoue que c'est la première fois que j'entends Abderrahmane Attouch. On a fait connaissance, comme il a dit, à la salle d'attente. Et vraiment, j'apprécie. Et surtout, je le remercie parce qu'il nous a remis un CD à chacun. Eh ben bravo. Donc, je lui ai dit en rentrant, la première des choses dans la voiture, on va y aller à Tizi. On va écouter en compagnie de Rahim Attouch. Avec sur le chemin du retour. Voilà. Alors, c'est à présent le moment de vous présenter davantage au public de cette matinale. C'est vrai qu'on sait que vous faites partie de ces 5 potes, ces 5 copains qui ont choisi de parler de Tizi Ouzou sous toutes les coutures. Donc, lors de cette exposition organisée au niveau de la Maison de la Culture Mouloud Maamri le 7 avril prochain, du 7 au 11, donc ça se déroulera dans cet établissement. Mais j'ai envie de présenter un de vos ouvrages parce que vous en avez plusieurs. Oui. Voilà. Contrairement, voilà, notre ami Mustapha Rafahi, lui, a écrit un ouvrage sur vraiment l'équipe phare de la ville de Tizi Ouzou, la JSK, et qui a très bien marché, très bien fonctionné. C'est devenu une référence, en tout cas, dans le domaine du sport. Et vous, vous avez parlé de Tizi Ouzou à travers les âges. Ça, c'est votre dernier ouvrage. Présentez déjà. C'est mon dernier ouvrage, donc là j'ai raconté un peu l'histoire de la ville de Tizi Ouzou et bien sûr de la région, parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire d'un point donné. L'histoire d'un point donné est toujours liée à son environnement. Donc dans ce livre, j'ai fait ça sous forme de thème, c'est-à-dire je n'ai pas écrit un livre d'histoire traditionnel où il y a des noms de lieux, de personnages, de dates, d'événements, alors là on s'embrouille. Moi j'ai choisi par chaque thème, il a 3-4 pages, et chaque thème est indépendant d'un autre thème. Et chaque thème également est illustré de photos de l'époque. Il y a des photos de fin 1800, début 1900 et aussi des photos récentes. Donc j'ai raconté, il y a une 50aine de thèmes. Donc j'ai raconté un peu, surtout pour cette nouvelle génération, il faut qu'elle sache que Tizi n'est pas ce qu'elle est actuellement. Tizi était un tout petit village. Qui a évolué. Qui a évolué, exactement. Bon, Tizi, d'après les historiens, elle a été créée vers 1640. C'est une ville qui est récente. Elle n'a même pas 4 siècles, comparativement à la ville d'Alger, Médéa, qui a été créée il y a déjà plus de 1000 ans, qui ont une histoire vraiment très importante. Mais nous, pour notre part, particulièrement moi, c'est-à-dire, je fais tout pour valoriser. Ces 4 siècles, c'est pas rien non plus, il faut les raconter. Quand même, oui. Voilà. Mais quand on voit aussi Constantine, Tlemcen, c'est des villes qui ont fait de l'histoire. Nous avons des villes millénaires même. Vous avez l'Aratof dans la ville de Radaya, qui est un véritable joyau. Mais la ville des Genêts reste une très belle ville. Toute la région est à découvrir. Vous avez une photo, vous avez amené, vous, une photo qui vous tenait à cœur. Elle me tenait à cœur. Il y a beaucoup de jeunes filles là sur cette photo, on va essayer de la montrer. Alors cette photo, c'est les élèves, c'est toutes des jeunes filles de l'école, on appelle chez nous ça Chabiba. C'était pas une école coranique, mais c'était une sorte de médersa locale qui a été créée à l'époque des Aoulama de Constantine. Oui. Donc, elles sont belles, ces jeunes filles. C'est une classe de 1946-1947. Et vous voyez surtout la tenue, leur tenue. Oui, elles sont très nettes, elles sont adorables. Il n'y a pas de voile, il n'y a rien de... Elles sont normales, elles sont toutes belles. Et c'est des femmes qui ont toutes réussi, aussi bien dans leur vie familiale, parce que là, je ne peux pas dire dans leur vie professionnelle, parce qu'en 46-47, même dans les années 50, nos femmes n'avaient pas encore accès à l'emploi. Mais c'est vrai que l'émancipation de la femme était vraiment le cheval de bataille des ulama musulmans. Et toutes les médersiennes, je connais des médersiennes qui ont conduit des voitures pour enseigner la langue dans des bourgades très reculées. Et donc, elles étaient vraiment très très bien formées et respectées surtout. Parce que dans cette école, à l'époque, on enseignait
le Coran d'abord, mais il y avait aussi la grammaire, la littérature, l'histoire du Maghreb, les mathématiques. Ils faisaient un peu de tout. Oui. Et ces jeunes filles, elles ont toutes réussi dans leur vie. Oui. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. J'aurais aimé développer davantage avec vous, messieurs, mais j'envie les gens de Tizi Ouzou qui vont pouvoir découvrir cette exposition le 7 avril prochain au niveau de la Maison de la Culture. Ils vont pouvoir vous rencontrer. Vous avez tellement de choses à raconter à cette jeune génération. Donc, on va conclure sur ces mots. On va conclure. Donc, moi, j'invite toute la population de Tizi Ouzou, tous nos amis des villes et des villages voisins, pardon, à venir pour découvrir un peu ce qu'était Tizi Ouzou, pour découvrir, c'est-à-dire pour dire qu'à partir d'un rien, on peut faire un grand événement. C'est des simples photos, mais qui ont une importance vraiment réelle, parce que d'autant plus qu'à cette époque, l'image, c'est le point fort de la communication. Absolument. Donc nous avons voulu jouer justement sur ce point fort pour dire, voilà ce qu'était Tizi Ouzou. Et quand on veut, on peut. Moi aussi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Un dernier mot. Oui, j'invite les anciens joueurs de la JSK, les anciens musiciens de Tizi Ouzou, comme Sid Ali Idriss, etc., de nous rejoindre à Tizi Ouzou du 7 au 11 avril 2018. Merci, monsieur Refaï, donc Mohamed Refaï, merci monsieur Mohamed Attaf, et merci à notre artiste Rahim Addouche d'avoir été avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. Voilà, un dernier mot peut-être. Un dernier mot. J'espérais que la chanson de Tahmal Harachi passera. Bon, on essaiera de la passer à une autre occasion, Inch'Allah. On essaiera de réécouter. Voilà l'interprétation de Rahim Addouche des œuvres d'Ahmed Harachi. Je vous remercie de l'invitation. Merci, passez une excellente journée tous et bon voyage de retour à Tizi Ouzou. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis ce matin. Restez fidèles à nos programmes dans Canal Algérie. Passez une excellente journée également et à très bientôt. Merci. Merci.